Comment ça va, vous autres? Très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans votre rendez-vous de conversation sportive quotidienne. C'est mercredi et on est ici ensemble à JC jusqu'à 19h ce soir. Le Canadien et son chiffre magique de 7. Wow! 7 pour accéder aux séries éliminatoires. Canadien qui est à Madison Square Garden sur l'île de Manhattan, New York, pour s'y mesurer aux Rangers demain soir. Incidemment, une autre équipe avec laquelle s'est aligné Martin Saint-Louis. Le tricolore qui est à 2 points du Lightning de Tampa Bay et du deuxième rang de la section Atlantique et à 4 points de la tête détenue par les Sabres qui ont toutefois disputé un match de plus. Tout ça en raison d'une autre brillante victoire hier soir, cette fois au compte de 4-1 face au Lightning de Tampa Bay. Jakub Dobeš a de nouveau été sensationnel. Dobeš est dominant, il est intimidant et il permet, je vous le dis, moi, de rêver bien réveillé d'un immense printemps sur le Québec. Comment ça va, mon ami Max? Comment ça va, JC? Très bien. Match de séries éliminatoires hier soir. Le Lightning a voulu jouer de la brassade comme il l'a fait avec tout le monde depuis le début de la saison. Le Canadien a voulu faire comme Jésus un bout, présenter l'autre joue, garder son calme. C'est quand même la semaine pascale. Et on salue notre ami Sainte-Marie, d'ailleurs, tant qu'à être dans le biblique. On parle bien de Pascal ici, là. Oui, bien sûr. Pascal Sainte-Marie. Oui, c'est la semaine Pascal Sainte-Marie. Bon, le Saint-Rémy, en tout cas. Les vrais saches. Donc, mettons que je démêle tout ça vite. Brrr. Gros match digne des séries éliminatoires. Et quand ça a été le temps, le Canadien a dit « On va vous laver la face avec notre gang, nous autres aussi. On n'a pas peur de vous autres, du premier au dernier. » Non, j'adore ça. On s'est tenus, puis ça paraît lorsque Xhekaj et Anderson sont dans l'alignement en même temps. Et puis la nouvelle tendance du Lightning depuis 2 ans, on dirait là, que lorsque ça va mal, on décide d'y aller pour la robustesse. Ce que j'ai aimé, Jean-Charles, c'est qu'on a été capable de jouer de deux façons. Quand c'était le temps de réagir, on l'a fait, mais on a resté concentré, on a fait ce qu'on avait à faire durant le match. Puis ça, c'est pas facile à faire pour un jeune groupe, d'embarquer dans tout ça. Et après ça, lorsqu'on ramasse nos gants, puis c'est le temps de jouer au hockey, de se concentrer, d'effectuer, de rester dans notre structure, de faire les passes à palette, puis de jouer de la bonne façon. Puis le Canadien a montré qu'il était capable de faire ça. Il y a un juste milieu entre ce qu'on a vu contre Washington en série l'an passé et ce qu'on a vu contre Tampa Bay hier. Ce qui est, arrêtons de jouer un style de jeu qui n'est pas le nôtre, mais il faut réagir quand même lorsque c'est le temps de réagir. Donc, on va appeler ça un hybride entre les deux. Puis hier, on a bien fait ça du côté du Canadien. Tout à fait. Nick Suzuki flirte déjà avec la barre névralgique des 100 points. Personne n'a fait ça, je le rappelle, chez le Canadien depuis Mats Naslund il y a 40 ans. À 92, le capitaine peut y rêver, éveiller, et rêver aussi de la barre des 30 buts. Donc, le club des 30-70, qui est un club prestigieux de la Ligue nationale de hockey. Les joueurs élites atteignent ces plateaux. Est-ce que tu penses qu'avant longtemps, le Canadien pourrait compter jusqu'à 2, peut-être même 3 joueurs à 100 points et plus? Ben là, on va s'amuser un peu, Jean-Charles, puis on a le droit de rêver, puis parce que c'est beau ce qui se passe en ce moment avec la jeunesse du Canadien. Je regardais le match hier, puis je regardais comment Slafkovský patinait, le nombre de points que Caulfield a cette saison. Tu sais que Demidov, ça va être une super vedette, puis tu sais que Suzuki est en train de presque atteindre le plateau des 100 points. Il va probablement le faire cette année. Je me disais, ça va être difficile de pas en avoir 2 sur 4 là-dessus qui vont au moins avoir 100 points une fois dans leur carrière. Tu sais, je pense que Caulfield est peut-être le plus près en ce moment. Demidov, j'ai hâte de voir c'est quoi son plafond. Mais Slafkovský est sur un rythme pour 73 points cette année. Puis il a juste 22 ans. Je pense que Slafkovský va falloir commencer à le prendre au sérieux dans le département des points parce que oui, c'est le gros attaquant de puissance et tout ça. Mais là, il est en train de développer une nouvelle force dans son jeu qui est un spécialiste d'avantage numérique. Il est bon pour décocher des lancers sur réception, peut devenir une destination pour un lancer sur réception du côté droit de Hudson en avantage numérique.
T'as des bons joueurs qui l'entourent en avantage numérique qui vont s'améliorer l'an prochain aussi. Je pense à Demidov en particulier. Puis on a été chercher des défenseurs qui sont construits sur mesure pour la relance puis aider ces attaquants-là à faire des points puis à atteindre des plateaux comme 100 points. Des Hudson, des Dobson, des Matheson aussi. C'est pas toutes les équipes qui ont des joueurs comme ça en défensive. Puis le système de jeu de Martin Saint-Louis permet ça. Est-ce qu'on rêve d'avoir 2 gars de 100 points? Je pense pas. 20 points en mars pour Slavkovski. Non, puis tu sais, à défaut d'en avoir 2 à 100 points, ce qui est vraiment pas impossible, puis moi, je pense que Hudson est vraiment proche de ça, si tu veux mon avis. Là. Il est pas loin. Mais tu sais, on parle de Suzuki, Caulfield, Slav, Hudson, Demidov et probablement Michael Age, qui vont tous être des gars d'1 point par match. Fait que si t'as 6 gars à 82 points chaque, Max, là, ça veut dire que t'es un club de 325 buts marqués par année. Ça veut dire que les séries, là, tu y penses pas, là. Tu réfléchis pas, t'es fait. Fait que tu raisonnes en Coupe Stanley, tout simplement. Parce que des clubs qui marquent 325 buts, si ta défensive se resserre un peu, on parle d'Avalanche du Colorado, là. On a parlé pendant combien d'années du monstre à 2 têtes à Edmonton. Là, nous autres, on est en train de construire un monstre à 6 têtes. Exact. C'est ça pareil, là. J'appelle ça une pieuvre, moi. Ouais, c'est non, mais ça a pas de bon sens. Puis je trouve ça impressionnant qu'on est rendu là. Puis on oublie toujours un petit détail, on l'oublie pas. Mais faut être sûr de le mentionner. On les a à rabais, là. Je m'excuse, là. Mais quand tu commences à avoir des gars de 100 points, de 50 buts, de 80 points en défense, en dessous de 10 millions, là. Je sais pas combien de temps qu'on peut avoir Kent Hughes à Montréal, mais s'il peut rester le plus longtemps possible, ce gars-là, c'est un magicien. Il va falloir le dire ça aussi, parce que c'est des contrats spectaculaires. Je m'excuse, là, mais c'est des vols. C'est des vols d'avoir des gars de 100 points et 50 buts à ce prix-là. Tu as tellement raison, parce qu'on a dit tellement souvent qu'à Montréal, ça coûtait plus cher qu'ailleurs. Actuellement, ça coûte moins cher qu'ailleurs, sauf en Floride, où c'est là où ça coûte le moins cher dans la Ligue, pour d'autres motifs qui sont hors du contrôle de Kent Hughes, ce qui rejaillit sur la brillance du tandem Gorton-Hughes. On a vu Slav, là, 20 points en mars, dont 12 buts. Tu sais, c'est un gars probablement de 30-50 pour 80 points, peut-être même 40 buts et 40 passes pour 80 à 90 points. Il n'y a plus aucun doute dans mon esprit quant à ça, même si ça ne crée pas beaucoup d'espace pour un gars comme Zachary Bolduc, mais si Zach accepte le plan, quel pompier de luxe il devient en cas de faïence à Slavkovski, ou j'ai envie de dire même à Demidov, qui est un autre gaucher avec un pas pire tir sur réception. Faut encore qu'il le place, là, hier, dans le 5 contre 3. D'ailleurs, je fais du coq à l'âne, mais le 5 contre 3, faut set-upper ça rapidement. Là. Le Canadien joue ça en faisant des ronds au lac des Castors. Faut qu'on ait une stratégie précise à 5 contre 3. Là. Ouais, 100%. Puis, tu sais, Jean-Charles, c'est plus difficile, le 5 contre 3, parce que tu vois moins de situations, puis peut-être c'est pratiqué un petit peu moins que le 5 contre 4. C'est aussi plus complexe. Tu sais, les gens pensent que c'est toujours facile parce que t'es 5 contre 3, mais la réalité, c'est que t'as 3 gars qui bougent pas vraiment, qui sont dans l'enclave. Fait que même si t'essaies des jeux, il y a pas souvent de ligne de passe. J'ai toujours trouvé qu'il y avait moins de lignes de passe à 5 contre 3 qu'à 5 contre 4, parce qu'il y a moins de mouvement. Puis à l'opposé, lorsque je jouais à 3 contre 5 au lieu de 4 contre 5, je trouvais ça parfois plus facile d'être 3 contre 5, parce que tu sauves ton énergie, puis t'attends juste les opportunités pour te mettre dans les lignes de tir. C'est plus complexe un petit peu le 5 contre 3 du côté offensif. De là, le travailler. Le troisième trio lui fait le travail. Je parlais de Bolduc. Il semble avoir trouvé son ciel et son endroit. Là. On imagine mal Martin le sortir de l'alignement à nouveau. Là. Ouais, mais Jean-Charles, je vais te mettre en contexte. Premier match des séries, tu commences Evans, Anderson, Bolduc. Evans gagne la mise en jeu, rondelle dans le fond, puis vous deux à l'aile, allez vous amuser puis frapper tout ce qui bouge les 30 premières secondes. Je trouve ça intimidant. T'sais, on parle toujours d'être une équipe intimidante en série. Bolduc frappe très fort, Anderson frappe très fort, les deux patinent très bien. Evans est capable d'être intelligent puis rester troisième homme puis gagner des mises en jeu. Ça, pour moi, c'est un trio un troisième trio de série. Si ces gars-là prennent le côté défensif au sérieux puis qu'ils se concentrent sur ces petits détails, parce que t'as besoin d'un troisième trio qui joue de cette façon-là pour remporter la Coupe Stanley. Un jour, tout le monde a un premier puis un deuxième trio dans la Ligue nationale de hockey en série. Souvent, c'est le troisième trio qui fait la différence, même le quatrième trio. J'adore ce trio-là, Jean-Charles. On patine, on est gros, on a du talent, Bolduc capable de scorer, Evans est responsable, Anderson fait peur à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux de plus à un moment donné quand t'as le top 6 qu'on a en plus? Qu'est-ce que tu vas dire à Joseph Veleno pour lui expliquer que tu le sors de l'alignement parce qu'il devient la solution facile à retirer de la formation, mais il n'y a rien de simple
quand le gars fait tout bien, a vraiment un rôle qui ne sera jamais de marquer des buts, là, on le sait bien, mais tout le reste, il le fait à merveille. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu es obligé de le sortir du line-up? C'est un luxe d'avoir ce gars-là, puis ça va être difficile de lui dire. Puis c'est pour ça, moi, je pense qu'un gars comme ça, c'est important de signer ces gars-là aussi, parce que dans les équipes championnes, t'as toujours un gars qui accepte ce rôle-là, de jouer pas trop souvent, puis garder le sourire, puis d'être un bon coéquipier, puis qui est toujours prêt, lorsqu'il reçoit l'appel, d'arriver dans l'alignement, puis de patiner, puis faire ce qu'il fait. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup dans l'alignement. Je trouve que le désavantage numérique est meilleur lorsque Veleno est là. Hier, si je me trompe pas, il joue environ 4 minutes en désavantage numérique. Je trouve qu'on est plus dynamique. Il patine, il coupe ses angles, il coupe bien le jeu. Je l'aime beaucoup, Veleno. Ça va être des grosses décisions, Jean-Charles, parce qu'on a eu souvent la discussion, c'est-tu Gallagher, c'est-tu lui? Veleno est difficile à sortir. J'ai hâte de voir ce qu'on va nous présenter lors du match numéro 1 en série. Intéressant, Max. Merci infiniment, l'agitateur. Bonne soirée et excellent spectacle, comme toujours, à la poche bleue. Salut, mon ami. Salut. Anthony Martineau est avec nous maintenant parce que se prépare toute une bagarre pour le Lion Arslanbek Makhmoudov sous contrat avec les Tigres. Ouais. Die of the Tiger, on reste dans la jungle, quelque part. Ah oui. Alors, ça fonctionne. C'est le 11 avril qu'il a rendez-vous avec le légendaire Tyson Fury. Et il y avait entraînement public aujourd'hui. Pour qu'on puisse voir, Jean-Charles, à quel point le Lion, justement, est prêt à rugir contre cet adversaire. Tu l'as dit, grand, légendaire, emblématique, j'ai envie de dire. Tyson Fury, pendant très longtemps, Jean-Charles, ça a été le visage de la catégorie des poids lourds. Et là, coup de maître, j'ai envie de dire, de la part de Camille Estefan, il réussit donc à opposer son poulain Arslanbek Makhmoudov contre cette figure-là de la boxe qui est Tyson Fury, qui sort donc d'une deuxième retraite, a été, lui, battu 2 fois par Usyk. On le sait à ses 2 derniers combats, Tyson Fury, mais ça demeure tout un client quand même. Et surtout, un client qui amène de l'eau au moulin. Combat qui sera présenté sur Netflix, qui sera regardé par des millions de téléspectateurs. Et là, bon, la question, et je l'entends souvent, à quel point Arslanbek Makhmoudov, considérant ses derniers combats, on sait qu'il a perdu 2 fois lors de ses derniers affrontements. Il a gagné depuis, mais a laissé quelques gens sur leur appétit. À quel point il est prêt à un défi comme celui-là? Ben, j'ai parlé à Arslanbek ce matin, après les exercices assez violents que vous venez de voir, du fait que, bon, retour dans le ring dans un cadre assez spécial pour lui. Tyson Fury est son idole de jeunesse, mais vous allez comprendre que ça a plus d'importance un coup que la cloche a sonné. You have respect. You have follow him, maybe look at him. But when it's this time to go in the ring, it's all done, because in the ring against you like your opponent. In the ring against you like your rival. You have to. It's war time. It's no time for too much respect. Bon, on voit que les tics ne le quittent jamais vraiment. Jamais. Beaucoup de tics, qu'on appelle des tics nerveux, notamment. Mm-hmm. Il a l'air calme, pourtant. On a questionné le menton de Makhmoudov. Là, je sors un peu du plan. Est-ce que Fury a le punch pour faire mal à Makhmoudov? Vraisemblablement, on est obligé de dire oui parce qu'il a une brillante carrière, mais tu sais... Enfin, c'est à voir. Mais non, c'est une bonne question. Chose qui est sûre, en tout cas, Makhmoudov a le punch pour faire mal à Fury. Ah ben ça, on le sait. Ça, on le sait. Par contre, et là, c'est vraiment une opinion qui est purement personnelle, OK? Mais je pense que Arslanbek Makhmoudov est à son meilleur lorsqu'il utilise son jab. Trop souvent, veut lancer la grosse main arrière. Et trop souvent, c'est prévisible quand tu affrontes des gars qui ont le moindrement un peu de qualité. Les gars voient venir les coups et sont faciles à contrer. Alors, je le voyais ce matin, a travaillé énormément son jab. J'en parlais avec Mac Ramsey, justement. Ça fait partie du plan de match. Tu jabs Fury, tu le gardes à distance et quand l'opportunité, elle est là, eh bien, comme on dit dans le jargon, tu jumps. Là, tu utilises ta puissance. Alors, parlant de Marc Ramsey, à quel point sent-il Arslanbek prêt pour ce duel-là? En mesure de gérer un petit peu ses émotions, ses énergies aussi dans le combat. Quelque chose qui était mieux capable de faire au dernier combat. Vraiment, c'était mieux exécuté. Maintenant, c'est de le faire avec une foule. Là, on parle de près de 60 000 personnes. On parle des fans anglais. Ça, il a déjà vécu au dernier combat l'expérience. Mais c'est quelque chose. C'est d'être en mesure de bien... on a un plan, on a une manière qu'on veut faire les choses. S'assurer qu'on avance un pas à la fois là-dedans puis qu'on ne devient pas surexcité et déconcentré par tout l'environnement. Là.
Un qui est très fier et a raison, c'est Camille et Stéphane, le grand Manitou de Eye of the Tiger Management. Avec raison, tu l'as bien résumé, parce que c'est pas la première fois où il organise, où il participe à l'élaboration, Jean-Charles, d'un combat aussi important. Bon, un autre combat sur Netflix pour Eye of the Tiger Management, mais surtout un combat contre une légende. On l'a dit, Tyson Fury, c'est pas n'importe qui dans le monde de la boxe. Alors à quel point c'est une fierté pour lui, mais surtout quel message ça envoie au reste du monde de la boxe de voir Eye of the Tiger être autant souvent impliqué dans des combats d'envergure. C'est une fierté pour moi, pour l'équipe entière. Tu sais, c'est des combats très importants parce que ça nous permet de continuer d'investir dans l'équipe. C'est des revenus assez majeurs, comme tu peux t'attendre. Mais la fierté de dire qu'on est vraiment sur le top de la montagne. Là, il s'agit de gagner ces quelques combats-là. On a avec Makhmoudov contre Fury, ça sent bien. Après ça, on travaille très fort pour Mbili contre Canelo. Ouais. Puis, comme on sait, la semaine prochaine, le 9 avril, on a un grand combat d'unification pour Iglesias au casino. S'il gagne, ça va nous amener encore des très grandes soirées comme ça. Oui, peut-être un Mbili Iglesias éventuellement. D'ailleurs, pourquoi pas, s'il y a une unification potentielle. Ouais. À suivre, comme disait l'autre. Petit scoop en terminant? Oui, parce que Camille parlait de combats à venir. Moi, j'ai une petite info pour vous. Les gens aiment beaucoup Wilkins Mathieu, ne serait-ce que pour sa personnalité, mais également pour son côté artiste dans le ring, artiste du chaos, toujours invaincu en 15 combats. Les gens de Québec, vous allez être servis. Le 11 juin prochain, au Capitole, Wilkins Mathieu fera les frais d'une finale extrêmement intéressante contre un client qui est pas facile. Suivez les réseaux sociaux de TVA Sport demain matin très tôt. Vous allez avoir le nom du client qui sera opposé à Wilkins Mathieu, mais c'est une opportunité en or pour le gars, justement, Wilkins Mathieu, qui vient de Québec. De la boxe au Capitole, voilà qui est très excitant. Ouais. Bon public de boxe à Québec. Absolument. Merci, Amto. Excellente soirée. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au billet de saison à 18h tantôt, c'est mercredi. Le Canadien vient de se farcir 6 adversaires. Coup sur coup, c'est le moment d'un état des forces dans l'Est en vue non seulement du tableau des séries, mais de l'atteinte de la finale de la Coupe Stanley. Restez là, le palmarès, comme disait Whoopi Big Mama Walk Denis à une autre époque, pourrait vous surprendre. À laser 33-45. Tiens, un petit peu de René Simard. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà des images extraordinaires. Le FC Supra est né. Lancement en grande pompe. TVA Sport est de la fête. Rocco Placentino au retour. Le FC Supra fait beaucoup jaser. Il entre en CPL officiellement, mais il entre aussi ici, à l'antenne de TVA Sport, notamment. On est très fiers de vous dire qu'on va présenter 18 matchs du calendrier régulier de cette toute nouvelle équipe qui fait tourner les têtes. Pendant que vous voyez ce calendrier à l'écran, plaisir de rencontrer le président et l'un des principaux initiateurs de ce grand projet du FC Supra, ex-Impact de Montréal, Rocco Placentino qui est avec nous. Rocco, comment ça va? Ça va. On travaille fort, mais ça va. Félicitations. Oui, mais t'es frais comme une rose. Bon, là, j'escamote le soccer féminin puisque vous allez partager le Stade Montréal à Laval, mais vous allez quand même ouvrir le 18 avril. Vos 2 premiers matchs locaux seront présentés au Sepsum de l'Université de Montréal. Oui, c'est bien ça. On joue le premier match le 19 avril au Sepsum contre Ottawa. Atlético, c'est les champions de la CPL 2025. Et oui, ça commence bientôt. Le premier match, c'est le 11 avril à Pacific Victoria, en Vancouver, le samedi prochain déjà. Combien de mois, voire d'années d'efforts pour conclure de ce projet et du lancement d'une première saison comme ça? C'était mon idée, ça fait 5 ans. Et dans les dernières années, on a fait tout. On a bâti le club, le logo, le chandail, l'équipe, le tout dans même pas 6 mois. Alors maintenant, on commence dans même pas 10 jours. Incroyable. Produit, important de le préciser, là, 100% québécois. Oui, on a beaucoup de talent ici au Québec. J'ai joué pendant 12 ans professionnel et 13 ans, j'étais dans le foot amateur. Alors, j'ai vu beaucoup des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent, mais ils n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à un autre niveau. Et pour ça, l'idée est devenue un projet, le projet est devenu une réalité. Qu'est-ce qui te permet de penser que l'équipe trouvera sa place au soleil et va rallier
une horde, une masse critique de partisans importante qui vont permettre justement de remplir les gradins du Stade Montréal, créer l'événement et être de plus en plus compétitif? C'est une fierté locale, c'est une fierté québécoise. Les joueurs, je le sens quand je vois les entraînements, l'intensité, c'est incroyable. Tous les jeunes partisans qui vont venir voir ces matchs-là vont voir des joueurs qui ont joué dans leur club. Et peut-être un jour, ça peut être ces jeunes-là. Alors, c'est ça le projet. Pour moi, c'est une grande fierté parce que je suis québécois aussi, alors, et j'ai joué avec l'Impact Montréal dans le temps, et j'ai joué dans les petits clubs. Alors, j'espère qu'on peut faire la même opportunité pour tous les jeunes joueurs qui vont progresser dans ce sport. Il y a un éléphant dans la pièce, et c'est le CF Montréal qui joue en première ligue nord-américaine, la MLS. Sans dire, il n'y a pas nécessairement de compétition, bien qu'il pourrait y en avoir éventuellement en championnat canadien. On expliquera aux gens comment cela est possible. Mais on sent un désintéressement par rapport au CF. Est-ce que pour toi, ça devient une opportunité pour le Supra, justement avec cette proximité que vous développez et que vous voulez maintenir avec le public, avec ce produit 100% québécois? J'ai toujours dit, la foule pour aller pour les deux clubs, on est deux ligues différentes. Moi, j'ai toujours le CF Montréal dans le cœur. J'ai le tatou de Impact dans mon bras. Mais il n'y a aucun rapport avec ça. Pour nous, je pense que tu peux aller à les matchs de CF Montréal et tu peux aller voir le FC Supra du Québec. Pour moi, c'est un plus pour la province du Québec. Il y a évidemment Ottawa, tu en as parlé, ça va être vos premiers visiteurs ici au Sepson. Il y a Blainville également. Donc, il y a des clubs de proximité aussi. Donc, ce genre de rivalité-là est intéressante aussi. Alors, pour nous, on est 8 équipes dans la Ligue CPL. Ça va grandir dans les prochaines années. On espère 12 équipes. Et c'est sûr que des équipes comme Forge de Hamilton, Ottawa, des équipes comme Calgary sont des équipes qui ont beaucoup d'expérience. Et c'est sûr qu'on va avoir le misère contre eux parce que ce sont des bonnes équipes. Mais comme j'ai dit, pour nous, c'est une première année. Alors, on va prendre match par match contre toutes ces équipes-là. As-tu confiance que ça va être compétitif dès le départ? Pas de choix. Pour moi, c'est dans ma nature d'être un compétiteur. Alors, les joueurs, ils savent ça. Quand ils ont signé le contrat avec FC Supra du Québec, c'est non négociable. Tu parles d'une expansion dans la CPL. On reluque vers Québec, assurément. Vous allez jouer un match au PEPS, d'ailleurs? Oui, on joue un match le 6 juin au PEPS. On pense qu'il y a un grand marché à la Ville du Québec et en espérant que si on peut avoir 12 000 personnes, cette match-là, le 6 juin, ça va ouvrir les yeux pour les Québécois. Quelques secondes en terminant, Rocco, mais 3e Coupe du monde sans l'Italie, qui est ta mère patrie. Ça fait pas de sens, là. C'est inacceptable. Mais on est ici pour parler de FC Supra. Ah, non, c'est la vie. Moi, je pense à nous et pour moi, c'est vraiment une autre chose. Il y a quelque chose qui me dit que si tu n'étais pas occupé de même, tu serais autrement en furax. Moi, j'ai pensé à ça ce matin, le nouveau chandail de l'extérieur. Exactement, c'est blanc avec le comédie de BB Games. Alors, on va utiliser ça le 11 avril, la semaine prochaine. Il y a un rappel historique là-dedans. Bon succès, bonne chance. Merci. Ça, c'est pour toi. Avec grand plaisir. Merci infiniment, mon ami. Longue vie au FC Supra du Québec. Merci. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête en pause. Marinaro! Oh. Avec Marinaro, avec Tony. Comment ça va? Oh, Bello! Comment tu veux que ça aille mal? Les nouvelles sont bonnes. Nous sommes dans le vent. Oui. Le Canadien et tout. 6 victoires de suite. Oui. 4 buts concédés dans les 4 derniers matchs. 3 en 3 sur la route. En veux-tu d'autres? Il y en a comme ça, là. Ils jouent du hockey qu'on voulait voir, qu'on avait des doutes qu'ils étaient capables de jouer, qu'on avait des doutes qu'ils étaient capables de gagner, qu'on pensait que s'ils allaient limiter l'adversaire en moyenne de 1,3, 1,5 buts par match au cours des 6 derniers matchs, que ça aurait peut-être été plate à regarder, puis on n'est pas habitué à ça parce que depuis 4 ans, ils jouent du hockey palpitante, excitante. Puis c'est vraiment du bon hockey. Écoute, les dernières 4 victoires, 6 victoires consécutives en réglementaire de suite, les dernières 4 victoires,
Ils ont donné un but à l'adversaire dans chaque match. Exact. C'est incroyable. Puis quand même, leur meilleur joueur était leur meilleur joueur hier. On a vu, évidemment, Slavkovski marquer son 29e, Cole Caulfield son 47e, le 27e de Suzuki dans un filet désert, Mike Matheson aussi. Je parlais de ça avec Max Lapierre tantôt. Là. Oui. Suzuki, Caulfield, Hudson, Slavkovski, Demidov. J'ajoute Age. Ça m'en fait 6, dont un défenseur. Zarobski, je vais me garder une gêne pour l'instant. Les 6 que je viens de te nommer là sont 6 candidats, indépendamment des performances des autres autour, à ramasser un point par match. Donc, c'est 6 gars d'entre 82 et 110 points par saison. Probablement un seul en haut de 100, peut-être 2, mais au moins un. Bien, peut-être 3 en haut de 90, puis les 2 autres à 82 jusqu'à 89 points. Ça, là, Tony, ça veut dire une équipe qui marque 325 à 340 buts par saison. Si défensivement, elle tient, je te présente l'Avalanche du Colorado. Je te présente le meilleur club de la Ligue nationale. Tout simplement. Écoute, c'est pas facile d'avoir 6 qui vont le faire, évidemment, mais ils ont certainement le talent pour le faire. Puis, Demidov va être entre 60 et 65 points. Slav va être pas loin du 75 points. Ils ont l'entraîneur pour le faire. Oui. Ils ont le système de jeu pour le faire. Oui. Ils ont le feu vert pour le faire. Exact. Ils ont des entraîneurs qui laissent exprimer leur talent. Donc, écoute, ça augure bien. Ça augure très, très bien. J'ai plus de confiance dans l'avenir des Canadiens de Montréal que j'ai pour l'équipe nationale de l'Italie. Au soccer. Ça, je vais te le dire tout de suite. Là. Avec raison. Oui. Moi, je te suggère fortement que l'avenir du Canadien devant le filet s'appelle Jacob Dobeš. Tu sais, j'ai plus besoin de ben de preuves, là. Wow. Sais-tu ce qui m'inquiète? C'est que ça va arriver qu'il va se faire percer, là. Peut-être même d'ici la fin de la saison ou dans un match de série. J'ai peur que tout ce qu'on trouve d'extraordinaire de lui, que tout de suite on soit prêt à dire « Ah ben ouais, on sait bien. Chasser le naturel et reviendra. » Non. Regarde la constance dans les performances de ce gars-là depuis les fêtes. Oui. Je te présente l'avenir du Canadien sur un principe, le caractère bagarreur et le physique de l'emploi, Tony. Quand un gars qui est grand et gros comme ça, puis qui en plus est capable d'être ajusté carré à la rondelle, t'as un gardien vedette de la Ligue nationale. OK. Mais respect au petit Fowler. Mais là, on a le géant d'Obèche. OK. Écoute, t'as pas besoin absolument d'être un géant de taille pour être un très, très bon gardien de but, mais on va dire que la vraie chose, c'est la mode dans la Ligue nationale depuis des années, OK? Des UC Saros à 5 et 11 là, qui sont bons, il y en a pas bien. Ben, c'est-à-dire qu'ils vont le faire une année, ils vont surprendre tout le monde. Pense à Dustin Wolf à Calgary l'an dernier. Il est où cette année? Oui, c'est pas le même gardien de but, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais commencer par dire ça, puis je veux pas réouvrir un plaid. Tu vas me comprendre, je le dis avec tout le respect. Je ne suis pas surpris que Dobeš ait gagné sa bataille cette saison contre Montembeault. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris qu'il gagne des matchs au mois de mars. Je ne suis pas surpris qu'il bataille de même au mois de mars. Là où est-ce que je suis surpris, et agréablement surpris, c'est les pas de géant qu'il a fait au niveau de l'aspect de la technique et du mental dernièrement. On dirait que, oublie pas, là, c'est un gardien de but qu'on traitait d'être tout croche, nerveux, inspirait pas confiance, il sortait de son but, il perdait son but, il donnait des retours de lancer à profusion. Les progrès que ce gardien de but a fait au niveau de la technique puis la mentale, puis je sais pas si c'est évidemment, il y a beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite à Marco Marciano aussi, son entraîneur des gardiens de but. Mais c'est incroyable, les progrès qu'il a fait depuis environ un mois. Il donne encore quelques retours juteux, voire beaucoup de retours juteux dans l'enclave. Ce que j'aime beaucoup, c'est le temps de réaction immémorialement court des défenseurs devant lui. Ils sont les premiers à jumper sur les rondelles libres et à déblayer. Et quand c'est pas ça, on défend à 3-4 devant Dobeš, on défend beaucoup mieux devant lui. Il n'y a rien qui dit que si on défendait aussi croche qu'en novembre, il n'y aurait pas l'air du gardien qui avait l'air en novembre. Puis là, est-ce que tu dirais qu'il donne moins de retours vifs? Puis je te dis plus ça, de retours qui tombent? Je te dis ça, puis je veux... Oui. Je te dis ça, puis je veux pas tourner le fer dans le plaid. Je fais juste dire, j'aurais aimé ça, voir Sam Montembeault garder 3-4 matchs avec une défensive aussi solide devant lui.
Il n'a pas eu cette chance-là cette année. C'était tout croche à l'automne. Là, comme par magie, tout tient. Mais on a vu hier les limites du projet aussi. D'un côté, j'étais très content de voir Xhekaj dans l'alignement parce que ça répondait à la toughness du Lightning. Oui. Mais de l'autre, Xhekaj ne joue pas avec une rondelle, il joue avec une grenade, Tony. Ouais, je fait comprends. qu'on est obligé de le limiter à 12-13 Ouais, minutes. je comprends. Et ça peut impliquer, ça peut surtaxer les autres. Il jouait contre Alors, toute une l'importance- équipe aussi, là. Il jouait contre toute Ouais, une équipe mais aussi. c'est l'importance de revoir Carrier, qui est beaucoup plus sûr, sécure C'est sûr dans que son travail défensif. C'est sûr que Carrier est un meilleur défenseur que Ben oui. Xhekaj. Ça, il n'y a Ben oui. aucun doute là-dessus. Je Mais tu sais, pense ça a pas. fait la job hier. Là. Puis j'étais content qu'il soit là pour répondre. Oui. Tu sais, en fin de Mais match, faut pas là, ça oublier, vaut là, rien de le jumper. T'as parlé Quelle du- jaunisse, d'ailleurs. Tu as parlé du jeu défensif du Canadien. Tu as raison de le faire, mais, les Canadiens ont donné 37 lancés hier. Oui. Puis ont donné, si je ne me trompe pas, 43 lancés face à la Caroline, dernier match. Puis le match contre la Caroline, il y a quelques semaines de ça, ils ont donné, il me semble, 41, 43. En tout cas, il me semble, il y a un match 41, un match 43. Hier soir, 37. À un moment donné, les tirs contre les Blue Jackets de Columbus après 17 minutes étaient 13-3 pour Columbus. En même C'est temps, une dans- équipe qui donne encore beaucoup de tirs, mais, Oui, mais dans les ils chances bloquent de marquer. beaucoup de tirs. Oui, dans les chances de marquer dangereuses, dans les. Tu sais, il y en a moins. On a coupé là. On a coupé dans les chances de marquer premium. On a coupé dans les buts attendus. On a coupé dans plein de sphères défensives intéressantes. Ils gaspillent pas des avances. Et notamment parce qu'on bloque des lancers. Non seulement on ne gaspille pas des avances, mais Ouais. on vient de l'arrière régulièrement. Ouais. On l'a fait 25 fois cette année. Et Eureka, Martin Saint-Louis, bravo à Bergie qui a été le premier à sonner l'alarme il y a une semaine. Hier, à 2 buts d'avance, contre un club qui est capable de scorer ça, 2 buts, pas de gardien. Ouais. Le Lightning, Cole Caulfield est sur la glace. Puis je pense que Martin, ça lui a ouvert les yeux parce que il y a eu, le Lightning est venu même pas proche de s'installer que ce trio offensif du Canadien l'avait contré Ouais. et partait sur l'autre bord pour marquer le 3e but d'avance. Je C'était beau de pense, voir ça. écoute, Martin est en apprentissage aussi. On l'est tous, hein, dans nos travails respectifs. Là, c'est pas parce que tu fais ça pendant 25 ans que tu n'apprends pas tous les jours. Mais je vais te dire une Moi-même. affaire, puis j'en parlais à Danny Dubé hier. Martin est un bien meilleur bench coach là qu'il l'était. Il a atteint un sommet de maturité. Puis il va être meilleur l'an prochain, puis il va Exact. être meilleur dans 5 ans. C'est comme ça, c'est la normalité des choses. Par contre, je vais dire ça. Je pense que Martin a réalisé, contre les Prédateurs de Nashville, que T. Cole, à la fin, il aurait pu le mettre. Hein? Ben oui. Je pense qu'il a réalisé, et c'est pour ça que tu l'as vu hier soir avec une avance de 2 buts. Exact. Contre le meilleur club pour revenir d'un avance, d'un déficit de 2 buts, pas de gardien. Il va Fait que c'est marquer parfait. ses 50 buts, là. Ben oui, il va y marquer. Il va marquer Puis ses quelle fierté ce serait qu'il gagne le Maurice Richard en ayant déjoué des gardiens de but tout le temps, Tony. Es-tu un peu Ça fait pas surpris de sens. qu'il n'ait pas passé à court? Mais je pense qu'il l'a pas vu, honnêtement. Puis je pense qu'il a voulu juste dire, hey, c'est l'équipe avant tout. Là. Je pense pas que personne n'est fâché de ça. Regarde, Cole traîne en arrière. Il aurait pu attendre, c'est vrai, mais tu sais pas qui est en pression en Je repli. suis pas convaincu non plus qu'il l'a vu. Parce que connaissant Nick Suzuki, là, Il il aurait vu Caulfield, il aurait passé la Il rondelle. serait Je peut-être allé pense que tenter de mourir le long de la bande pour remettre le la match Caulfield. tellement important, un match de 4 points, si tu tires la rondelle à Kucherov, il voit un filet ouvert, lui, il pense, je dois closer le match. Ouais. Il pense pas à d'autres choses. Puis, il va le trouver Cole d'ici la fin de la saison, puis Cole va marquer son Pas de danger. 50e. Puis Nick va se rendre à 30 buts. Ça serait le fun qu'il fait ici à Montréal. Nick va être dans le 30-70. Oui, c'est pas impossible, c'est dimanche. Ouais. Tu sais, au rythme où vont les choses, il y en met un dedans par match. Le 50e est dimanche à Montréal. Ce serait sensationnel La dernière fois, contre les t'as Devils vu du New Jersey. les 6 meilleurs joueurs d'une équipe avoir une saison où est-ce que c'est leur saison de carrière tous en même temps? On a vu Canadiens, ça, ils sont on a dangereux. vu ça avec Max Pacioretty, P.K. Subban, André Ouais. Barkov. Sauf que les sommets de tous ces gars-là Ouais. étaient aux 3/4 des sommets des gars qu'on a là. C'est le meilleur Ça trio. fait pas de sens. C'est le meilleur trio des Canadiens depuis Muller, Danfus puis Bellows. Je pense qu'il est meilleur en Je devenir. pense qu'il est meilleur. Je pense qu'il est meilleur en devenir. Je pense aussi. Tu sais, Slavkovski, pour vrai, là, c'est même plus drôle. Là. C'est même plus drôle. Là. Je n'ai plus aucun espèce de grief. Le gars, il a 20 points au mois de mars. Il devient une terreur en avantage numérique, mais une vraie terreur. Là. Tir sur réception. T'as vu Demidov, 3 tirs sur réception, les 3 ratent la cible. Un bon pour un dégagement contre son camp. Après ça, Slav arrive, un tir sur réception, il la met dedans. Clin d'œil à Demidov, garde le kid. Ouais. C'est ça que tu dois atteindre comme niveau. C'est comme ça qu'on marque des buts. C'est avec un meilleur homme. comme trio parce que
Caulfield, évidemment, je pense qu'il est meilleur buteur naturel, en tout respect, à Bellows puis dans le foot, je pense. Je pense que Nick Suzuki est meilleur fabricant de jeu que Kirk Muller l'était. Écoute, c'est un gars qui, fort probablement, va gagner le trophée Selke pour le meilleur joueur attaquant défensif de l'année. Bien sûr. Et Slavkovski a des intangibles. Écoute, c'est un attaquant de puissance. Son jeu, il est différent de Bellows. Hier, là, le Lightning ne pouvait pas contenir Slavkovski. D'aucune façon. C'est incroyable. Devenu un artiste de la protection de rondelles. Ciao, Bello. Ciao, ciao. Au retour de la pause, il est l'adjoint d'entraîneur-chef des Red Wings de Détroit, pour qui ça glisse. Tabarnak que c'est pas simple. Dans l'Ouest, il serait déjà quasiment assuré d'une place en série. On parle à l'excellent Alex Tanguay au retour. Restez là, vous êtes à la bonne adresse. Il est adjoint d'entraîneur-chef des Red Wings de Détroit, vient de débarquer à Philadelphie. On rejoint l'excellent Alex Tanguay. Alex, comment ça va? Ça va bien, Jean-Charles, toi? Très bien. Alors, 5e saison avec les Wings. On croyait bien que c'était la saison où on sortait la tête de l'eau. C'est pas encore réglé. Tabarnak que c'est pas simple au classement, hein? Non, ça a été extrêmement difficile. Écoute, puis c'est pas la première saison pour nous que c'est difficile comme ça dans le mois de mars. Et puis, tu peux toujours essayer de chercher des excuses ou trouver des façons ou de dire pourquoi une telle affaire marche pas. Mais vraiment, c'est vraiment à nous de trouver les solutions à l'interne. Le hockey, à ce temps-ci de l'année, Jean-Charles, tu peux pas réinventer le bateau. Les équipes, les coachs connaissent les stratégies des autres coachs. Ça vient vraiment à comment tu es prêt à investir en tant que joueur, comment tu es prêt à monter ton niveau d'un cran, comment tu es prêt à prendre le jeu physique puis à mettre du cœur au travail. Et puis présentement, pour nous autres, ben, ça a été extrêmement difficile pour une manière ou une autre. Ce qui est un peu étonnant, il y a eu la blessure à votre capitaine Dylan Larkin. Il y a eu la blessure à Copp également, moins longue, mais quand même. C'est deux éléments importants de votre équipe et vous n'avez pas trop souffert au départ de ces blessures-là. Et on dirait que depuis qu'ils sont de retour, ça va plus difficilement. Sans dire est-ce que ceci explique cela, tu as dit beaucoup de choses dans ta première réponse. J'ai tendance à dire, est-ce que ça veut dire que le groupe en place a du mal à saisir l'urgence et à relever son niveau de jeu d'un cran quand ça compte vraiment? Bien, Jean-Charles, je vais te mettre dans le contexte un petit peu de Martin Saint-Louis, parce que je pense que les gens à Montréal, ils connaissent les contextes, puis ils parlent souvent des fameuses chaises. Être assis dans ta propre chaise ou dans la bonne chaise. Bien, dans la Ligue nationale, c'est comme ça un petit peu. Il y a des joueurs qui sont capables de jouer contre une première ligne, sont capables de prendre les minutes de première ligne, sont capables de supporter ça pendant une saison, puis à la fin de la saison, ce qui fait en sorte que ton équipe gagne. Puis va de soi pour la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne. Mais ce qui arrive, c'est quand tu enlèves pour nous, ça a été le cas d'enlever nos deux premiers centres, ben là, tu as des joueurs de centre qu'eux, ils viennent de jouer 13-14 minutes par game, puis là, ils viennent à jouer 22-23 minutes par game. Fait que ce qui fait en sorte que tout d'un coup, ces joueurs-là, sur une longue période de temps ou sur une période de temps élongée, il manque un petit peu de jus, il manque de gaz, ils sont pas tout à fait au niveau que tu as besoin. Puis ça nous a fait excessivement mal. Écoute, là 2 ans, tu regardes, si tu te souviens, là 2 ans, Jean-Charles, on avait fini égal à 91 points avec les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington avaient eu le fameux plus de victoires que nous à 5-5. Puis ils avaient passé en séries éliminatoires, mais on avait été 0-6-1 sans Dylan Larkin durant le mois de mars. Et puis, cette année, de manquer nos deux premiers centres, ça a fait en sorte qu'on a perdu le momentum un petit peu. Ça a fait en sorte qu'il y a certains joueurs qui ont surjoué ou qui ont joué trop, ont fait en sorte que ces joueurs-là, là, présentement, ils sont fatigués puis sont dans une mauvaise passe. Fait que nos joueurs viennent de retomber dans leur bonne chaise, mais ils jouent pas au niveau tout à fait où ils ont besoin de jouer. Puis c'est extrêmement difficile présentement parce que t'as pas de temps. T'as pas de temps pour dire, prenez votre temps puis on a 2-3 semaines de plus. On a besoin de jouer notre meilleur match demain. On est encore dans une position où on peut faire les séries éliminatoires. On a des matchs, tu regardes, on a 2 matchs contre les Flyers de Philadelphie. On joue contre Columbus mardi prochain. Ce qui va faire en sorte que ces matchs-là vont être énormes pour nous. C'est à nous de produire à ce moment-là. C'est intéressant ce que tu viens de dire là, parce qu'en plus, vous avez un match en main sur les Blue Jackets de Columbus. Mais dirais-tu que c'est un cliché, il est plus gros que la LNH, là. Tu vas me dire, tous les matchs qui nous restent, il en reste 8 d'ici la fin. Chaque fois, ça va être le match de l'année.
Il me semble que celui de demain est vraiment le match de l'année, là, par exemple. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu sais, tu regardes notre... Puis, en toute honnêteté, ça va prendre quoi pour se qualifier pour les séries éliminatoires? Ça va prendre 96, ça va prendre 97, ça va prendre 98, 99 points. On ne sait pas exactement la réalité de ça est où présentement. Mais chaque soir qu'on va avoir contre les Flyers, contre les Blue Jackets de Columbus, chaque match pour nous va être essayer de gagner des points pour avancer au classement. Puis à la fin de la saison, ben, ces matchs de 4 points-là vont faire en sorte qu'on rentre ou qu'on rentre pas. Parle-moi du devant du filet parce qu'on pouvait identifier John Gibson comme une des principales raisons de vos succès en début de saison, je dirais même jusqu'aux 3/4 de la saison. On dirait que ça semble être des moments un petit peu plus difficiles. Quel est ton point de vue là-dessus? Ben, écoute, John Gibson, ça a été une saison qui a été différente pour lui parce que d'un, ça faisait 12 ans qu'il était dans le même alignement avec les Ducks d'Anaheim. Et puis quand il est arrivé en début de saison, on sentait que c'était pas vraiment son équipe. Tu sais, il y a eu un début de saison au ralenti. Et puis à partir des 15, entre le match 15 et 20, il a pris son air d'aller et puis il nous a donné il a joué à sa position mieux ou aussi bien que n'importe qui dans la Ligue nationale. Mais par rapport à la situation où on est et par rapport aux blessures qu'on a eues, ben, on a fait jouer John Gibson beaucoup. Puis à ce temps-ci de l'année, ben, il y a des matchs que peut-être qu'il n'a pas gaulé à la hauteur de ce qu'il est capable. Mais pour nous, John Gibson a été une très bonne amélioration de notre équipe. C'est un excellent gardien de but. Puis on a confiance que d'ici la fin de l'année, il va nous donner des excellents matchs. Alex, ça se peut que vous manquiez les séries avec plus de points que 3 clubs qui vont les faire dans l'Ouest. Bon, ce serait une véritable révolution de dire ça va être 1-16, 2-15, 3-14 puis 4-13, là. Mais sans aller jusque-là, serais-tu pour un remodelage de la formule des séries éliminatoires? Gary Bettman qui tient mordicus à ses affrontements dignes d'un carré d'as dès la première ronde en favorisant les rivalités régionales à l'intérieur des sections notamment. Est-ce qu'on ne devrait pas classer les 8 meilleurs clubs de chaque association? Ben, écoute, ça, je vais laisser ces discussions-là à des personnes plus importantes que moi, mais ce que je peux vous dire, c'est que de 1 à 16, ça peut pas fonctionner. Parce que dans les séries éliminatoires, ça deviendrait une chance. Parce que je vais vous donner comme exemple, en première ronde, tu es obligé les Canadiens vont jouer les Kings de Los Angeles. En deuxième ronde, ils vont jouer les Canucks de Vancouver. C'est impossible que physiquement, ces équipes-là vont être capables de soutenir 2 mois de grind pour gagner la Coupe Stanley si tu as besoin de faire quelque chose comme ça. Dans l'association, dans l'Est ou dans l'Ouest, d'avoir les 8 meilleures équipes, peut-être que ça serait possible, mais c'est cyclique. On regarde la division Pacifique présentement, qui est peut-être un petit peu moins faible, c'est cyclique. C'est une division que je me souviens de là, 3, 4, 5 ans, 6 ans, tu allais jouer, ou peut-être un petit peu plus, tu allais jouer à Anaheim, Los Angeles, puis San Jose, puis tu étais chanceux de revenir de là à avoir gagné un maigre point. Présentement, la situation est un petit peu différente, fait que c'est sûr que ça fait partie de la chance, mais pour nous, notre destinée est encore entre notre main, puis on espère de faire partie de la présente formule de la Ligue nationale des séries éliminatoires. Bonne chance demain, Alex. Ça va en prendre, et également de l'engagement contre les Flyers à Philadelphie. Merci infiniment d'avoir pris le temps encore pour nous, c'est très apprécié. Bonne soirée à Philly. Merci. Et à très bientôt. Salut, Alex. S'arrête en pause. Au retour, coup sur coup, le billet de saison avec, quand même, l'état des forces en vue des séries, en vue d'atteindre la finale de la Coupe Stanley dans l'association de l'Est, où se trouve, au classement de la semaine, le Canadien, pas un gros scoop, mais il est en remontée vertigineuse. Lors également, Philippe Boucher à Capital Hockey. Encore à venir, le coach Michel Bergeron. Dans l'œil du chat, Félix Séguin, Renaud Lavoie à la mise en échec et Mapolicious, Marc-André Perrault. Notamment tout ça dans la prochaine heure. Merci d'être là.